Chers amis, je vous propose qu'on commence pour ne pas prendre trop de retard sur notre programme. Donc, nous allons commencer cette table ronde « Éduquer, construire l'égalité ». Je tiens tout d'abord à vous remercier de nouveau. Merci aux présentes et aux présents, au nom des organisatrices et organisateurs des rencontres, et plus spécifiquement au nom de l'Institut de recherche de la FSU, mais aussi des cahiers d'histoire à l'origine de cette table ronde sur les questions d'éducation et d'égalité. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, s'est opéré un mouvement massif d'allongement de la scolarité et d'ouverture des études à toutes les catégories sociales en France. On a alors parlé, c'est le terme, de démocratisation scolaire. Une idée chiffrée à avoir en tête. Jusqu'au début des années 1950, moins de 5% des élèves d'une classe d'âge accèdent au bac. En 2017, cette proportion est de 79,6%. Alors bien évidemment, cette démarche ne relève pas du miracle, mais bien d'un choix et d'ambition politique. Des ambitions fortes pour défendre la démocratisation égalitaire scolaire à travers notamment deux actes politiques importants. Le premier acte, à l'immédiat après-guerre, en 1946-1947, que l'on doit à une commission ministérielle présidée par Paul Langevin, puis, après sa mort, par Henri Wallon. Bien que n'ayant jamais été appliqué en tant que tel, ce plan Langevin-Wallon reste, depuis la Libération, le texte de référence en termes d'éducation. Deuxième acte politique fort, les différentes politiques dès 1981, avec les créations des zones d'éducation prioritaire, où l'objectif de massification est désormais complété d'un objectif pour réduire les inégalités ou le taux d'échec scolaire selon l'origine sociale. Mais ces ambitions politiques ont-elles été suffisantes ? Nous connaissons la réponse, mais il est important de le poser ici avec cette perspective historique. Qu'en est-il aujourd'hui de la démocratisation de l'enseignement scolaire et supérieur ? L'actualité est quand même inquiétante, puisque les réponses politiques à la démocratisation sont aujourd'hui plutôt pour défendre sa restriction, sa limitation par le désinvestissement massif de l'État et par la survalorisation de l'enseignement privé, mais aussi par la sélection drastique des étudiants et étudiantes dans l'enseignement supérieur. Pour parler de ce sujet, donc, nous avons la chance d'avoir 4 intervenantes et intervenants. Alors, de gauche à droite, Annabelle Allouche, qui est sociologue à l'université Jules Verne Picardie, Paul Devin, président de l'Institut de recherche de la FSU, Lydie Heurdier, historienne de l'éducation à l'université de Paris 8, et à ma gauche, Guy Dreux, professeur de sciences économiques et sociales et membre de l'Institut de recherche de la FSU. Donc on va essayer de commencer d'abord par la perspective historique et on va commencer par le plan Langevin-Wallon en laissant la parole à Guy Dreux. Merci, bonjour à tout le monde. Alors le plan Langevin-Wallon, ça vient d'être dit, c'est évidemment une référence historique largement évoquée, très souvent réévoquée. Alors d'une certaine manière, je ne vais pas faire d'histoire, mais peut-être de la préhistoire au regard de la présentation qui vient d'être faite, puisque je me suis un peu intéressé pour aujourd'hui à ce qui précède d'une certaine manière le plan Langevin-Wallon. Et puisque il me semble que ce matin, on a évoqué le moment de la Seconde Guerre mondiale et l'immédiate après la Seconde Guerre mondiale, il me semble qu'il y a un moment assez particulier. Disons simplement les choses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, se développe, s'exprime, s'organise, s'oriente ce qu'on peut appeler l'esprit de résistance. Et cet esprit de résistance, il tient en gros, il affirme que la guerre finie ne pourra pas être simplement une parenthèse d'un cauchemar de 4 ans, mais une redéfinition de la démocratie. On parle beaucoup de renouvellement, on parle beaucoup de démocratie renouvelée, et ce qui signifie qu'on va adosser à des droits politiques, des droits économiques et sociaux,
c'est pas propre à la France, puisque très souvent on peut faire référence à la déclaration de Philadelphie, Alain Soupiot a fait un magnifique ouvrage sur l'esprit de Philadelphie, où on affirme des droits tout à fait, on affirme par exemple le travail n'est pas une marchandise, on affirme que la sécurité économique doit être assurée à tous et que c'est une des conditions de la paix. Donc il y a cette idée que, au fond, la tragédie de la guerre a quelque chose à voir avec les désordres économiques et sociaux de l'entre-deux-guerres. En matière d'éducation, on fait d'une certaine manière ce constat-là. Alors, doublement, d'abord par, disons rapidement, une sorte de bilan évidemment particulièrement critique de l'action de Vichy en matière d'éducation. Retenons très simplement peut-être deux éléments. Le premier serait le fait que l'école devait participer à la Révolution nationale et qu'à ce titre, elle devait défendre l'esprit d'ordre, discipline et de respect des chefs. Donc il y a eu un gros travail sur les programmes. Et puis, de manière plus institutionnelle, il y a l'idée qu'il fallait, en tout cas c'était ce que Carcopino, un des 6 ministres de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, essayait d'organiser, c'est la séparation très nette entre les ordres d'enseignement. Je vous rappelle qu'il y a encore l'enseignement primaire d'un côté et l'enseignement secondaire de l'autre, et qu'il ne faut pas entendre, quand on entend ces expressions, non pas des degrés, c'est-à-dire il y aurait le primaire, ce que nous on appelle le primaire, et puis le secondaire, ce que nous on appelle le collège et le lycée. Mais il y a 2 ordres d'enseignement qui sont séparés. Et donc une partie de la politique de Vichy vise à rétablir des distinctions, ou en tout cas à rallonger des distinctions, ou en renforcer des distinctions entre ces 2 ordres. Bon. Alors, évidemment, du côté de la France libre, il y a un premier souci, c'est de remettre radicalement en cause ces dispositions. Et donc émerge, alors déjà dès 1942, il y a une commission qui s'appelle la commission Catala, qui s'est réunie à Londres entre 1942 et 1943, et qui indique quelques orientations de travail tout à fait intéressantes, où on peut notamment repérer l'idée qu'on commence à préparer l'école de l'après-guerre, hein, c'est ça. Et donc il y a l'émergence de l'idée d'un service public qui réunirait définitivement, qui confondrait les écoles privées et les écoles publiques, non pas dirigées par l'État, mais par une autorité autonome. Voilà, enfin, il y a des choses comme ça Et puis, il y a évidemment l'idée qu'il faut développer l'enseignement pour tous, et donc on est déjà sur des perspectives d'allongement de la scolarisation au-delà de la scolarisation obligatoire à 14 ans dès lors. Alors, dans ce contexte, ce que j'ai essayé de dire à partir de la commission Catala, c'est que, au fond, dans cette période, il y a des réflexions et des textes qui sont produits. L'un d'entre eux, c'est Georges Cognot. Georges Cognot est déjà un dirigeant du Parti communiste, puisqu'il démarre sa carrière très tôt dans le syndicalisme enseignant, et puis très vite il est promu. À la mort de Paul Vaillant-Couturier en 1937, il dirige l'Humanité, le journal L'Humanité, et en 1943 il rédige une esquisse qu'il appelle une esquisse d'une politique française de l'enseignement, et il dresse un portrait de ce que devrait être le système scolaire au sortir de la Seconde Guerre. Alors ce texte est intéressant, il me semble-t-il, parce que il est peu connu, peu référencé, mais pourtant il a eu une influence, puisque très vite Henri Vallon le lit et le valide d'une certaine manière.
Et il sera transmis justement à la commission Langevin, qui l'intégrera dans ses principales sources d'inspiration. Voilà, donc d'une certaine manière, il y a une partie de la préhistoire du plan Langevin-Vallon qui est écrite dès 1943 par Georges Cognot. Alors qu'est-ce que nous dit Georges Cognot? Il y a des effets de contexte évidemment très forts. Je vous passe la critique de l'école, de ce qu'il appelle l'école hitlérienne, celle de Vichy, et puis une partie il y a quelques pages sur l'école allemande. Je vous passe aussi l'éloge de l'école soviétique. Disons qu'il y a un effet de contexte, quoi, voilà. Mais ce qui nous intéresse peut-être, c'est que à travers ce texte, il n'est pas le seul, mais c'est intéressant parce qu'il est très cohérent. En fait, il y a un système très cohérent. C'est que on comprend qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas seulement de clore l'épisode Vichy. Il s'agit de reprendre et de renforcer et d'amplifier l'effort dont tu parlais juste auparavant, c'est-à-dire l'effort d'unification du système scolaire et de démocratisation du système scolaire. Et donc, parmi les points essentiels que revendique ou que avance Georges Cognot, eh bien, il y a des éléments qu'on va retrouver directement dans le plan de Langevin-Vallon, la scolarisation obligatoire jusqu'à 18 ans, et une revendication qui est extrêmement explicite et très forte, et qui en fait vraiment tout l'intérêt, c'est l'enseignement secondaire pour tous. Alors, ça signifie concrètement l'idée que, dans la perspective de Cognot, il y a pour tous une perspective de rester scolarisé jusqu'à... Je relisais de quelques pages en venant... il dit jusqu'à 16 ou 17 ans, quoi. Bon, voilà, il y a cette perspective-là. Alors, évidemment, Cognot est un pur produit de l'enseignement secondaire des années 20, agrégé de lettres classiques. Il est extrêmement attaché à la culture classique qu'il a lui-même reçue. Et l'intérêt de la proposition de Cognot, c'est de le voir en train d'essayer d'articuler à la fois une ambition très forte au niveau culturel, c'est-à-dire l'idée qu'il faut engager tous les jeunes vers la scolarisation la plus longue et surtout la culture la plus haute, et donc la culture classique. Donc c'est un grand défenseur du latin, et il restera un grand défenseur du latin jusque dans les années 70. Et en même temps, évidemment, il a un souci de réalisme. Alors il dit que juste après-guerre, on ne sera pas encore tout à fait dans une société complètement rénovée. Et donc il faut faire une place à une certaine différenciation des formations. Donc il imagine 3 filières d'une certaine manière, mais qui sont égales en dignité, parce qu'il réserve un système de passage d'une filière à une autre en permanence. Donc les bons élèves pourront toujours aller dans une autre filière en fonction de leurs aptitudes, ce qui annonce déjà la grande thématique du plan Langevin-Vallon. Voilà, donc il me semble que ce qui est intéressant, je vois l'heure tourner, je sais que Lydie a beaucoup de choses à nous dire. Donc je m'arrêterai là sur cette idée que, au fond, avec Cognot et puis avec le plan Langevin-Vallon, il y a deux choses qui me semblent très très fortes. C'est qu'il y a définitivement, on pose la question de l'enseignement secondaire pour tous, comme revendication, comme d'une certaine manière un préalable à la construction de ce que doit être l'école de demain. Et évidemment, ça ouvre sur de nouveaux débats qui vont être très compliqués dans beaucoup d'organisations, sinon toutes les organisations syndicales ou politiques. C'est de savoir à quoi doit ressembler
ce qu'on appelle l'école moyenne, c'est-à-dire au fond tout le débat va devenir non pas celui de la revendication de l'allongement de la scolarisation pour tous, qui d'une certaine manière apparaît comme une idée acquise au fond, mais l'idée de savoir qui va enseigner dans cette école moyenne, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une perspective de prolongement du primaire, ou est-ce que ce sont des enseignants du lycée qui doivent penser, former les élèves dans cette école moyenne. Et là, ça va être une discussion qui va durer plusieurs dizaines d'années. Voilà. Merci, bonjour. Alors, avant que je parle d'éducation prioritaire, je vais quand même faire le lien du coup avec votre intervention parce que effectivement, l'unification, elle s'est concrètement mise en place dans les années 60. Et donc, ça a été le premier texte, c'est 59 avec la prolongation jusqu'à 16 ans, mais pour les enfants qui auront 16 ans à partir de 1967. Et il y a eu l'unification avec la création des CES en 63. Ensuite, mise en place massifiée de la carte scolaire, après création aussi de lycées, etc. C'est-à-dire, et la dernière touche, si je puis dire, c'est avant la mise en place de l'éducation prioritaire, c'est le fameux collège unique, enfin le collège dit unique, parce qu'il n'était pas en fait si unique que ça. Mais c'est donc la loi a été votée en 75, mais ça a été mis en place à la rentrée 77. Et donc, quand l'éducation prioritaire va voir le jour en 81, on est sur en fait plus du tout sur la question de l'égalité d'accès, mais on commence à s'interroger sur la question des résultats, de l'égalité des résultats, et donc, parce que qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Qu'il y avait l'échec scolaire qui était vraiment massif et qui touchait massivement les enfants de milieux défavorisés, et voire plus largement de milieux populaires, parce qu'entre le moment où les décisions d'unification sont prises et le moment où en fait on a les effets concrets et d'élargissement et de massification, il s'est passé des années. Alors en fait, Gennevilliers, c'est quand même le berceau quelque part de l'éducation prioritaire, puisque peut-être certains d'entre vous connaissent bien Alain Bourgarel, qui habite toujours à Gennevilliers. Ça fait 60 ans qu'il est voilà, votre concitoyen. Et en fait, cette histoire, ça a beaucoup transité par lui, et je veux lui rendre hommage, et aussi à cause de lui, si je puis dire, que j'ai commencé à travailler sur ce thème, et que je suis allée donc sur la thèse, puis des publications. Alors en fait, à Gennevilliers, dans les années 60, il y a eu la construction dans le port de Gennevilliers de cités de transit. Et dans ces cités de transit, donc, parce il s'agissait de supprimer les bidonvilles, entre autres, de Nanterre, puisqu'il fallait construire la préfecture. Vous savez qu'il y avait des bidonvilles absolument sur toute la ceinture parisienne. Et donc, le port de Gennevilliers, il y avait des terrains. Donc, on se dit, on va construire des cités de transit qui, normalement, ça devait être provisoire avant que les populations soient relogées dans des immeubles, etc. Et dans ces cités de transit, il y a donc 2 écoles qui ouvrent à la rentrée 66. Donc je vais pas tout détailler cette période-là, mais il y a un ouvrage justement écrit par Alain Bourgarel qui est publié par la Société d'histoire de Gennevilliers. Peut-être il y a des historiens de cette société ici. Et donc en avril 2016, le numéro 11, les cités de transit du port de Gennevilliers, 1965-1987. Et en fait, les archives de la commune de Gennevilliers sont extrêmement riches, donc si quelqu'un s'intéresse à toutes ces questions-là, n'hésitez pas à vous y rendre. Alors, ces écoles sont construites. Qu'est-ce qui se passe? La particularité, c'est que ce sont des populations quasiment toutes immigrées. Les infrastructures qui devaient être également installées dans ce quartier, qui est très excentré, c'était vraiment, on peut dire, un ghetto. Alors, je ne peux pas vous montrer d'illustration, mais si vous voulez, vous pourrez regarder après, on fera circuler le livre.
Donc l'équipe d'enseignants, Alain Bourgarel est nommé dans ces écoles, et donc il se mobilise parce qu'il voit bien que ça va être très compliqué de travailler avec ces populations. D'une part, elle ne mobilise certes pas la langue, mais il y a surtout la question des conditions de vie qui sont extrêmes, vraiment indignes, on pourrait dire aujourd'hui, pour aller vite. Et donc Alain et son épouse Brigitte, qui a aussi enseigné à Gennevilliers, se mobilisent. Ce sont par ailleurs des militants pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils sont à l'époque, ils pratiquent la pédagogie Freinet, donc ils sont à l'ISEM. Et donc tout ça c'est un peu lié, si vous voulez, c'est un couple de militants. Et donc ils se renseignent pour voir comment on pourrait prendre en charge ces populations particulières. Alors ce ne sont pas les seuls en France, c'est-à-dire qu'il y a d'autres quartiers qui vivent dans des conditions aussi difficiles un peu partout en France. Vous en avez dans le Nord, hein, vous en avez aussi dans l'Est, et en fait ces militants finissent par correspondre et se rencontrer. Et ça va transiter d'abord par des publications, puisqu'Alain et Brigitte, après avoir entendu une conférence présentant le rapport Plodden, c'est donc en Angleterre la mise en place, parmi d'autres mesures, de zones d'éducation prioritaire, ont donc écrit un article en 1969. Je vous lis un petit extrait. « Que faut-il faire en France ? Nous bénéficions, mais en bénéficions-nous vraiment de cette égalité qui orne le fronton des écoles ? Pour les écoles où se trouve une proportion importante d'enfants issus de familles marginales, pourrait-on reprendre cette idée de ZEP, zone d'éducation prioritaire ? Nous posons la question, le débat est ouvert. » Alors, parallèlement, Alain est détaché au SGEN, puisque c'est un militant donc au SGEN national. Il est à la commission socio-pédagogique de 1971 à 1975. Et dans le cadre de son travail donc, à la commission socio-pédagogique, il essaie de faire avancer cette idée d'éducation prioritaire. Je ne vais pas développer sur la question du handicap social, parce que là, ça va être trop long, mais il y a aussi des articles là-dessus. Voilà. Alors donc, en fait, l'idée, c'est que puisqu'on était sur des échecs scolaires qu'on attribuait plutôt aux enfants, comme si c'était des carences individuelles. Sauf que là, quand ça concerne tout un territoire, toute une population. À ce moment-là, on peut parler de handicap collectif. Et donc, l'idée, c'est de dire c'est le territoire qu'il va falloir prendre en charge, traiter en quelque sorte. Et donc, l'idée, c'est de cerner en France, les premiers textes qui publient dans la revue du SGEN, c'est à peu près 50 écoles qui seraient ciblées en France, qui auraient des moyens supplémentaires et des conditions, je dirais, de travail avec des classes à 15 élèves, suivies par les chercheurs, etc. Il y avait donc avec une formation spécialisée particulière. Donc quelques ghettos très circonscrits. Donc ça évolue très lentement, y compris à l'intérieur du SGEN, parce qu'après on a dit en 81, oui, ça vient du SGEN. Sauf qu'à l'intérieur du SGEN même, tout le monde n'était pas du tout d'abord au fait de cette question, et il n'y a pas eu de débat non plus sur le fond, sur qu'est-ce que ça va impliquer si on crée à un moment donné donc une sorte d'école inégalitaire. Alors, ça a été, après le départ d'Alain de la commission socio-pédagogique, la réflexion va continuer par Clément Goussu, qui est un autre militant responsable de cette commission socio-pédagogique, mais en fait sans que ce soit, si vous voulez, une revendication vraiment prioritaire du syndicat. C'est-à-dire que ça a transité aussi par la CFDT, mais ce n'était pas vraiment, voilà, à l'ordre, c'était prioritaire chez eux. Alors, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que pendant ces années-là, avant 81, au SGEN, il y a un élargissement, y compris pour les gens qui sont dans d'autres quartiers défavorisés, de réflexion sur est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer les collèges ? Est-ce que finalement, est-ce qu'on va prendre simplement ces quartiers ghettos très circonscrits, ou est-ce qu'on va élargir à des quartiers qui posent aussi d'autres problèmes, qui sont avec une population particulièrement pauvre, mais même s'ils ne vivent pas dans des conditions indignes, etc. C'est-à-dire qu'on a déjà un élargissement et une réflexion, mais qui n'est pas, si vous voulez, appuyée sur des débats de fond théoriques, ni quoi que ce soit. Parallèlement au Parti socialiste,
va se dérouler aussi une réflexion sur l'idée d'école inégalitaire. Et entre 1974 et 1977, et ça va aboutir à la publication du plan socialiste pour l'éducation nationale, donc publié début 78, qui est toujours très intéressant à lire parce que, en fait, bon, c'est les années 70, mais c'est quand même toujours très intéressant. Alors, il y a aussi là 2 militants qu'on va retrouver parce qu'ils vont être au cabinet d'Alain Savary, c'est Jean-Louis Piednoir, qui est aussi militant du SGEN, et Christian Join-Lambert, qui est un énarque, Cour des comptes, etc., très impliqué dans le service public. Et donc ces 2 militants, ça va y avoir toute une réflexion, des consultations, etc. Je ne vais pas développer davantage. Je vais simplement, au bout du compte, le PS publie dans ce programme. C'est la première fois que le Parti socialiste, d'ailleurs, publiait un programme éducatif. Non, parce que précédemment, il y avait une réflexion au Parti communiste, mais il n'y en avait pas au Parti socialiste. Et donc, les années 70, en fait, il y avait aussi un enjeu par rapport au syndicalisme enseignant. Donc, en fait, tout ça, je ne développe pas non plus. Alors, 2 paragraphes introduisent, si vous voulez, l'idée d'éducation prioritaire. Il y a le point 1, 3, 2, 4, ça s'appelle « Promouvoir une école inégalitaire pour créer les conditions d'une véritable égalité ». Je cite, « Une école formellement égalitaire profite aux favorisés. Il s'agit au contraire de donner plus à ceux qui actuellement sont exclus de l'école en apportant en priorité des moyens supplémentaires aux zones et aux catégories scolairement défavorisées. » C'est page 43. Et le point 6.1.1, assurer l'égalité réelle ou l'égalité par l'inégalité. Je cite toujours, pour les milieux défavorisés par des conditions sociales, géographiques ou culturelles particulières, il y aura lieu de définir des programmes d'éducation prioritaires. Placés sous la responsabilité de l'État, ceux-ci seront dotés de moyens supplémentaires et seront définis avec les représentants locaux intéressés, entre parenthèses, y compris ceux des immigrés. Page 161. Mais c'est un peu comme au SGEN, c'est-à-dire que le PS arrive à faire ça, mais en fait, ils ne travaillent pas, ils ne réfléchissent pas sur concrètement quelles vont être les conséquences et comment ça va se mettre en place. En décembre 81, d'ailleurs, une fois, le colloque national du PS traite des inégalités dans le système éducatif. Donc, ça n'avait pas... Et il parle des ZEP, mais il parle aussi, très important, parce qu'on va retrouver ça en éducation prioritaire, c'est la question éducative dans les quartiers. Et c'est l'embryon des villes éducatrices. Et par exemple, dans ce colloque national du PS à Lille, il y a Franck Seruscla, qui était maire de Saint-Fons dans la périphérie lyonnaise, qui avait déjà tenté des expériences justement dans les quartiers, dans les territoires, et c'est les embryons de tout ce qui va se mettre en place au fur et à mesure des décennies 80, 90 et depuis, sur qu'est-ce qu'on fait du temps périscolaire, etc., etc. Mais avec un investissement des collectivités, parce que le Parti socialiste était pour une forte décentralisation, et ça se met en place aussi à partir de 81. Donc tout ça, ça se croise. Donc, pour résumer cette première partie, on a un espace d'intéressement avec 2 réseaux parallèles, le syndicat, le SGEN, et politique au niveau du PS, avec une remise en cause progressive de l'égalité formelle, avec revendication d'une école inégalitaire pour plus de justice sociale. Mais cette forme-là, elle est spécifiquement française, c'est une forme de discrimination positive spécifiquement française, qui est centrée sur le territoire, avec une sélectivité des territoires. Je vais y revenir tout à l'heure. Arrive mai 81, et donc la nomination d'Alain Savary, qui n'est pas un familier des questions éducatives, mais dans son cabinet, et il intègre, je vous l'ai dit, donc Jean-Louis Piednoir et Christian Join-Lambert, qui étaient eux très sensibles, qui étaient venus aux écoles du port de Gennevilliers. Donc pour eux, ça faisait sens, la question de ces écoles dans des lieux absolument incroyables, je veux dire. On a du mal, je pense, à imaginer aujourd'hui en France des territoires de cet ordre-là. Alors les 2 conseillers donc, vont proposer Alain Savary cette mesure-là, et qui passe par une circulaire.
le 1er juillet 1980, c'est une des premières circulaires d'Alain Savary, donc la création des zones d'éducation prioritaire. Et il faut savoir qu'en fait, il n'y aura jamais de débat au Parlement sur le fond, sur ce dispositif, puisque ce n'est pas une institution, c'est un dispositif qui n'est pas nécessairement pérenne, on peut rentrer ou sortir d'éducation prioritaire. Et donc, ce sont des circulaires et des notes de service. Le contexte est porteur, puisqu'il va y avoir des créations de postes. Pas tant que ça en ZEP, mais en même temps, il y a des suppressions prévues qui vont être annulées. Et dans le contexte général, il n'y a pas d'opposition à la mise en place. Il faut savoir que tous les syndicats, en fait, ils sont ce qu'André Robert a appelé un consensus mou, c'est-à-dire un consensus mou, parce qu'en fait, à l'intérieur de chacun des syndicats, il y a des pour et des contre. Ce n'est pas du tout monolithique. C'est-à-dire que la question, je dirais, elle transcende quand même les positionnements habituels. Alors, une autre caractéristique de la politique d'Alain Savary, c'est l'autonomie accordée aux acteurs. C'est-à-dire que les circulaires vont mettre en avant la nécessité de travailler par projet, et un projet qui intègre les écoles et le collège du secteur, ce qu'on appelle l'interdegré, et les partenaires, c'est-à-dire les villes, les associations locales, la structure de quartier, au Grésillon, ça va être la médiathèque, la ludothèque, etc. Et ça, c'est depuis l'origine, donc depuis 81. Je vous l'ai dit, dans un contexte justement où on accordait de plus une importance aux collectivités locales, aux associations, tout ce qui se passait au plus près du terrain. Alors, il faut savoir aussi que cette première période, les ZEP ne sont pas choisies par le ministère, mais elles sont choisies par les recteurs. Alors ici, par exemple, les Grésillons, c'est classé donc parmi les 3 ZEP du département des Hauts-de-Seine en 92. Donc, il y avait, je crois que c'était Colombes, Nanterre et ici les Grésillons. Mais en même temps, c'est un des premiers développements social de quartier. C'est-à-dire, parallèlement, et c'est là où on a retrouvé tout au long de l'histoire de l'éducation prioritaire le croisement avec la politique de la ville, parce que parallèlement se met en place donc les développements DSQ, et puis quelques années après le DSU, développement social urbain, avant tous les contrats de ville, etc. Et donc la première relance, on va dire, de Jospin, mais je ne vais pas détailler plus que ça, mais elle va essayer de coupler la question des territoires donc classés en politique de la ville avec les ZEP, et ça pose d'autres problèmes. Alors, je vais vous citer juste quelques éléments de cette circulaire pour montrer justement quelle conception de l'égalité, c'était vraiment un objectif de démocratisation. Ça s'affichait comme une politique de lutte contre l'inégalité sociale et que pour corriger cette inégalité, il fallait renforcer donc sélectivement l'action éducative dans les zones et dans les milieux sociaux où le taux d'échec scolaire est le plus élevé. Et donc on a la prise en compte de l'échec scolaire. Alors ça veut dire aussi, il y a un versant pédagogique, qu'il faut avoir des objectifs pédagogiques réalistes. C'est-à-dire qu'on demande aux équipes, donc dans ces ZEP qui sont choisis par les recteurs, de créer des projets pédagogiques, y compris avec les associations, avec tous les partenaires, en interdegré. Alors ça, c'est ce qui est demandé. Après, la réalité, elle est variable. Mais voilà. La deuxième circulaire importante, c'est celle du 28 décembre 81, ce que j'appelle les circulaires fondatrices. Là, il y a un cadrage. Il y a du pilotage qui est vraiment pensé à tous les niveaux hiérarchiques. C'est un texte extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Au niveau du pilotage de l'éducation nationale, c'est vraiment aussi un des premiers textes qui a vraiment réfléchi là-dessus. Alors, je vous lis. Autant que l'inadaptation de l'appareil scolaire, c'est la conjonction des difficultés dues aux insuffisances constatées dans différents domaines, et notamment ceux du travail, des loisirs, de l'habitat, de la sécurité qui caractérise une zone prioritaire. C'est pourquoi il vous faut rechercher en concertation avec les élus locaux et en coopération avec les services régionaux et locaux des autres départements ministériels
tous les moyens d'une intervention multiple dont les effets conjugués ne peuvent que se renforcer. Donc, je vous ai dit, c'est le début de la politique de la ville, c'est aussi le début du Conseil national, merci, de prévention de la délinquance. Et vous avez à côté à Épinay-sur-Seine Gilbert Bonnemaison, qui a été vice-président donc du Conseil national de prévention de la délinquance. Et vous avez donc dans les ZEP, selon les territoires, des territoires qui vont beaucoup travailler sur la question de l'habitat, d'autres qui vont travailler plus sur la prévention de la délinquance, etc. Et ça va donner des ZEP qui vont être très, très hétérogènes, à la fois au niveau du fonctionnement et à la fois au niveau du contenu. Pour terminer, c'est encore à Gennevilliers que ça se passe. Alain Savary vient au forum École et quartier le 17 mai 1984, donc ici, peut-être dans Gennevilliers, je ne sais où, peut-être certains y étaient. Et il fait une sorte de bilan. Vous savez qu'il a démissionné en juillet 84 à cause du projet de loi sur l'enseignement privé, etc. On ne va pas revenir. Donc, et il fait une sorte de bilan de ce qu'il a mis en place depuis 3 ans. Il s'agit pour la première fois d'appréhender le problème éducatif en termes de réalité locale et territoriale et de développer la collaboration entre tous les partenaires de l'école. Je ne veux en aucun cas faire des zones prioritaires un système éducatif séparé de l'ensemble. La rénovation suppose aussi que s'assouplissent les structures et que s'exerce plus librement la responsabilité de tous les acteurs du système éducatif. Or, c'est bien dans les zones prioritaires que la mobilisation des enseignants, des parents, des élus locaux, bref, de tous les partenaires, témoigne que la démarche politique adoptée est juste et répond à une attente réelle. Le temps est passé des directives nationales étroites et rigides. Il faut maintenant qu'existent des projets éducatifs et pédagogiques dans tous les établissements, projets grâce auxquels l'initiative et la responsabilité des acteurs pourront pleinement s'exercer dans le cadre d'orientation nationale. Alors pour terminer, puisque je dois terminer, en fait, par rapport à la question de l'égalité, il y a eu des questions posées en particulier au Conseil d'État, et il y a eu un rapport du Conseil d'État de 1996 où on cite donc les zones prioritaires en disant est-ce que c'est une entorse ou pas au principe de la Constitution française. Et le Conseil d'État explique qu'il s'agit là que si la nation ne faisait pas un effort spécifique en direction des enfants issus de milieux défavorisés, ceux-ci accumuleraient vite un retard irréversible. C'est pourquoi une certaine évolution vers la conception équitable de l'égalité s'est opérée. Et donc, là intervient cette fois la question de l'équité. De la justice sociale, ça passe par l'équité. Et puis, pour terminer, ce que dit Gwenaëlle Calves, qui est une juriste, elle différencie les politiques justement de discrimination positive en France par rapport aux politiques anglo-saxonnes. C'est qu'en France, on ignore le groupe, c'est-à-dire qu'on ne se réfère pas à la religion, à la race, à l'ethnie. Ça s'inscrit dans le cadre d'une politique sociale et en fait, on fait peu de cas des règles du marché. Donc, c'est 3 caractéristiques qui, pour elle, justifient cette politique de discrimination. Il reste quand même des questions aujourd'hui. Je ne vais pas développer toute l'histoire de l'éducation prioritaire parce que ça serait long. Sinon, dans ce numéro que j'ai coordonné d'histoire de l'éducation, l'introduction avec la chronologie est disponible gratuitement en ligne. C'est donc Histoire de l'éducation 159-2023. Donc, je vous conseille, si ça vous intéresse, de vous y référer. Il reste quand même toujours des questions qui n'ont jamais été vraiment débattues sur le fond, y compris, j'ai envie de dire, peut-être à l'intérieur des syndicats, en tout cas dans les partis politiques, j'en suis quasi sûre. C'est est-ce qu'on cible sur un territoire ou sur des individus? Parce qu'il y a eu des périodes dans cette histoire où on a mis prioritairement plutôt en avant les individus, mais en même temps, comme les individus sont sur un territoire, comment on articule les deux, c'est bien compliqué. Donc ça, il faut réfléchir. Est-ce que les établissements classés restent dans le droit commun ou pas? Est-ce qu'il faut une formation spécifique pour les enseignants ou pas?
Est-ce que d'ailleurs cette formation, elle a vraiment, est-ce qu'elle est mise en place ou pas dans les instituts de formation pour la formation initiale? Bon, voilà. Non, mais ce sont des questions auxquelles il faut réfléchir. Quel lien avec la politique de la ville, je l'ai dit tout à l'heure, et puis la question du seuil. À partir de quel moment on va considérer que ce territoire doit être classé? À quel moment on va revoir, etc. Et puis, c'est quoi le critère? Moins de quoi? Sur quoi on s'appuie? Sur les critères, on a dit que c'était plutôt les critères sociaux, mais en fait, l'échec scolaire, en même temps, c'est quand même des critères scolaires. Donc, comment on articule les deux? Si on donne plus, mais qu'est-ce qu'on donne en plus? Question aussi. Et combien on donne en plus? Bon, donc je termine par toutes ces questions. Paul, je te laisse prendre le micro filaire. Et merci beaucoup pour ces perspectives historiques. Le lien a été fait par Lydie Herdier sur le présent. On va écouter Paul Devin pour nous parler d'enseignement scolaire aujourd'hui. Permettez-moi quand même un petit clin d'œil, parce qu'on a parlé de grands noms, de grandes figures aussi, qui ont fait ces ambitions politiques sur l'enseignement. On a parlé de Georges Cognot, Langevin. Et quand même, c'est important de le rappeler, ils sont aussi à l'initiative de la création d'une revue importante qui existe encore aujourd'hui et qui pose des enjeux aussi contemporains. En 1939, La Pensée, donc, que vous pouvez aussi retrouver aujourd'hui. Paul, c'est à toi. Merci. Donc, la réforme du choc des savoirs soulève un certain nombre de questions, dont celle d'un basculement politique qui entraînerait le renoncement à l'ambition égalitaire de l'école publique. Je cite juste des choses lues dans la presse ou dans des tribunes, comme quoi cette réforme allait à l'encontre de tout espoir de démocratisation scolaire, ou était annoncée comme un tournant historique majeur dans l'histoire de l'école, celui du début de la fin de la démocratisation scolaire. Donc, une telle affirmation suppose la reconnaissance qu'il existait un consensus de politique scolaire favorable à la démocratisation et nécessite donc qu'on interroge la réalité de ce consensus. Car l'école de Ferry n'était pas essentiellement fondée sur une perspective égalitaire, parce qu'elle avait maintenu en parallèle, Guy le disait tout à l'heure, une scolarité courte et populaire, celle des écoles communales, et une scolarité longue et bourgeoise, celle qui commençait dans les petites classes de lycée jusqu'au baccalauréat. Quant à la part de celles et ceux qui pouvaient, du fait d'un exceptionnel mérite, passer de l'un à l'autre, elle est restée réduite. Suffisamment réduite en tout cas pour qu'on puisse considérer que cette capacité d'affranchissement des inégalités de fortune parentale ne soit pas véritablement synonyme d'une démocratisation égalitaire. C'est que l'école de Ferry visait bien davantage la transmission des valeurs républicaines et la réduction de l'influence de l'Église que l'égalité des ambitions scolaires. Pour autant, elle a néanmoins conduit, dans un premier temps déjà, à la scolarisation de la part de la population qui échappait en 1882, essentiellement des filles et des enfants de paysans, et puis par la suite, tout au long du XXe siècle, au-delà des divergences de vision, les politiques éducatives ont conduit à l'allongement de la durée des études. Et si en 1975, l'installation du collège unique de l'aveu même de son législateur, René Haby, fut davantage guidée par les besoins économiques de développement des cadres et des techniciens que par une ambition démocratisante, elle n'en a pas eu. Pour autant, elle a eu un effet numériquement conséquent d'allongement du temps des études. Donc, même s'il est légitime d'interroger les intentions réelles des politiques scolaires tout au long du XXe siècle et de constater les écarts entre les promesses discursives de l'égalité et leur efficience dans la vie scolaire et sociale, nous devons constater l'accroissement de la population parvenant au baccalauréat et aux études supérieures comme un fait caractéristique de l'histoire de la scolarisation du XXe siècle. Les chiffres en attestent, je les donne avec un autre écart que celui que donnait Nicolas tout à l'heure, c'est l'écart qui concerne ma propre vie. Moi, quand j'ai passé le bac, on était 20%, et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est 20% qui ne le passent pas. Donc, serions-nous dans un moment où cette lourde tendance, si on peut dire, serait menacée par les obsessions gestionnaires de la politique néolibérale qui serait prête à tout pour réduire le coût de l'action publique, y compris à renoncer aux objectifs de démocratisation. Je crois déjà qu'il faut se débarrasser d'une vision qui imaginerait qu'une telle réduction de l'ambition scolaire serait contrainte par la réalité économique. Des travaux historiques d'économistes ont montré
qu'au XIXe siècle, par exemple, les liens de causalité entre l'accroissement des dépenses de l'instruction publique et l'accroissement de la scolarisation ne s'inscrivaient pas dans l'augmentation potentielle des moyens de financement, ceux dictés par l'élévation du PIB, mais dans la détermination du projet politique. La démocratisation scolaire n'est pas tant l'effet de la richesse que celui de la détermination politique. Et les rapports internationaux confirment, aujourd'hui encore, qu'il n'y a pas de rapport univoque entre la richesse d'un pays et ce qu'elle propose en termes d'éducation. Ce n'est pas une logique d'économie, donc, qui impose une éventuelle rupture. Le premier lieu où je vous propose d'examiner cette rupture, c'est le lycée professionnel. Le premier observable, c'est que la réforme, notamment dans son aspect parcours différencié en fin de terminale, produit une nouvelle réduction des heures d'enseignement disciplinaire qui viendra s'ajouter à une diminution déjà engagée. Tout cela dans un contexte de développement de l'apprentissage, porté par une dépense publique amplement plus coûteuse que celle de la formation scolaire en lycée professionnel, et dont plusieurs travaux de recherche ont montré qu'elle produisait des effets très inégalitaires, notamment par une relégation parfois cumulée des élèves les plus pauvres, des filles et des jeunes racisés. Les effets de cette politique sont désastreux pour la part la plus fragile de la population concernée. Quant à l'affirmation d'une nécessaire adéquation entre les besoins de l'économie et les orientations de la formation, il faut bien comprendre les choix actuels. Ils ne cherchent pas à mieux mettre en phase la formation avec les grands enjeux industriels, sociaux et environnementaux. Par exemple, en faisant du lycée professionnel un lieu essentiel de déploiement de formation aux nouveaux métiers de l'écologie. Ils ne cherchent pas non plus à faire face aux grands besoins de la population, par exemple pour repenser, grâce à la formation au lycée professionnel, les métiers de celles et ceux qui accompagneront une population âgée qui ne cesse de croître. Non, les tentations de l'adéquationnisme du projet gouvernemental sont bien davantage celles de répondre aux besoins immédiats et locaux du patronat dans une vision court-termiste qui renforcera les nécessités de flexibilité, de mobilité, de précarité. Voilà un élément d'évolution qui traduit bien une rupture fondamentale. Car toute l'histoire de l'enseignement technique et professionnel s'est centrée sur la volonté de l'État à permettre, d'une part, le développement de savoirs généraux, inscrits dans une culture commune partagée par l'ensemble des citoyens, et d'autre part, l'inscription de la compétence professionnelle dans un diplôme, essentiellement le CAP, capable de garantir un champ d'activité professionnelle et sa reconnaissance dans les conventions collectives de branche. L'enseignement professionnel a grandement contribué à l'augmentation du niveau d'éducation et du niveau de qualification des travailleurs. L'asservir aux besoins immédiats de l'économie conduit à renoncer à ces perspectives et de ce point de vue, on peut donc penser les évolutions de la voie professionnelle comme d'inquiétantes ruptures. Qu'en est-il maintenant de la question de l'organisation nouvelle du collège ? Les discours ministériels affirment les ambitions d'une réussite scolaire pour toutes et tous et assurent que l'intention de leur réforme est de parvenir à une plus grande égalité. D'ailleurs, il n'est pas une mesure ministérielle aujourd'hui de l'organisation des groupes de niveau, au développement de l'uniforme, des cours d'empathie à la réforme de la voie professionnelle qui ne prétendent être justifiés et guidés par le progrès égalitaire. Mais sous la promesse rhétorique, le doute grandit tout particulièrement quand la volonté d'organisation des classes de collège privilégie les regroupements homogènes dont la quasi-unanimité des travaux de pédagogie et de didactique assure qu'ils ne produisent aucun gain en termes d'apprentissage, mais favorisent au contraire les ségrégations et les renoncements qui nuisent à la poursuite d'une plus grande égalité. Le débat entre homogénéité et hétérogénéité des classes n'est pas nouveau. Il traverse tout le XXe siècle. Mais ce qui est nouveau, c'est de prôner l'homogénéité comme vecteur d'un progrès égalitaire. Pour être parfaitement exact, ce n'est pas tout à fait nouveau. La dernière tentative de regroupement homogène des élèves fut incitée par Alain Savary en 1983, argumentée par un chercheur de l'INRP, Louis Legrand. Mais il faut convenir que le contexte était très différent, puisque le principe premier énoncé par Savary, expliquant sa réforme en février 1983, est de lutter contre la précocité des orientations. Je le cite. Le système français est malheureusement connu pour la précocité de ses orientations. Plus une orientation est précoce, plus elle est subie, plus elle a de chances d'être négative, plus elle est socialement marquée. Aujourd'hui, une telle précaution est loin d'être de mise. D'abord parce que la politique scolaire d'orientation actuelle se fonde sur une progressive délégation à l'entreprise. Ensuite, parce que la poursuite d'études au lycée, y compris professionnel, sera conditionnée à l'obtention du diplôme national du brevet. Nous pouvons avoir des doutes sur la capacité de l'institution à organiser autant que de besoin les classes de prépa-lycée destinées à une consolidation du niveau avant le passage en seconde, car cela concerne tout de même plus de 120 000 élèves par an, ce qui représenterait à peu près 7 000 postes enseignants.
Mais ces doutes se renforcent par l'abandon qui caractérisera le choix de bien des élèves, peu désireux d'une année supplémentaire, et donc attirés par un CAP, ou mieux encore par un passage immédiat vers l'apprentissage, voire par un abandon pur et simple dès qu'ils auront atteint 16 ans. On peut donc être dubitatif sur le fait que ces nouvelles orientations politiques favorisent le niveau scolaire. Là encore, il est évidemment trop tôt pour mesurer les conséquences réelles d'un tel choix. Mais hélas, quand nous aurons sous les yeux le constat objectif de ces effets, ils auront déjà affecté les élèves concernés. Et on peut craindre que l'intention soit celle de considérer le choc des savoirs comme l'étape première d'une réforme dont l'étape suivante pourrait être celle d'avancer l'âge de l'orientation et donc de mettre en question l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Rappelons qu'aujourd'hui, l'accès à l'apprentissage à moins de 16 ans n'est possible qu'aux conditions d'avoir effectué sa scolarité collégienne jusqu'à la fin de la troisième. L'évolution tout au long du XXe siècle a été de repousser l'âge de scolarité obligatoire. 14 ans en 36, 16 ans en 59. Mais des discours politiques prônent aujourd'hui la régression à 14 ans. Jusqu'à une période récente, un tel projet restait confiné aux intentions de l'extrême droite. Mais la découverte des métiers dès la cinquième réouvre désormais les portes du débat avec l'argument qu'il s'agirait de répondre aux aspirations des jeunes eux-mêmes. On peut faire l'hypothèse que, contrairement aux nécessités de la planification des années 70, qui affirmait la nécessité de former des cadres et des techniciens pour renforcer l'économie française dans la compétition internationale, la situation actuelle de l'emploi se soit largement modifiée. Depuis près d'un demi-siècle, l'élévation du niveau de diplomation a accompagné une évolution de la structure de l'emploi qui a vu augmenter les effectifs des catégories socio-professionnelles de niveau supérieur. L'augmentation de la durée des études a permis une telle évolution. Mais nous oublions souvent que cette évolution se joue dans une polarisation des emplois, qui se caractérise par une diminution des emplois dits intermédiaires, les emplois d'ouvriers, d'employés qualifiés, du fait de la croissance simultanée de l'emploi très qualifié et d'un emploi non qualifié. Les qualités requises pour ces emplois non qualifiés sont de moins en moins centrées sur des savoirs professionnels, mais requièrent des compétences d'adaptabilité, de flexibilité, de mobilité. Dans un examen strictement comptable des choses, les politiques néolibérales peuvent s'interroger sur la nécessité de maintenir des formations longues pour des exercices professionnels qui nécessiteront des compétences techniques limitées et seront amenés à changer à plusieurs reprises dans la vie du travailleur en fonction des besoins d'emploi. Pour remplir ces emplois avec efficacité, il est donc davantage besoin de compétences transversales que de compétences liées à la spécificité d'un métier. Cela explique sans doute la part croissante que l'institution scolaire entend donner aux compétences dites psychosociales ou comportementales qui s'avèrent indispensables pour permettre une employabilité quasi universelle, je veux dire dégagée d'un champ professionnel précis. Cela ne nous conduira évidemment pas à une réduction massive de l'accès aux études longues. Nous ne reviendrons pas à la situation des années 70 où seul un quart d'une génération faisait des études secondaires longues. Mais cela risque de réintroduire les possibilités d'une orientation précoce qui constituera une main-d'œuvre adaptée à ce nouveau besoin d'emploi. On voit bien comment l'insistance affirmée pour les formations sur le tas correspond à ce besoin d'une adaptation permanente de la formation aux mutations permanentes d'emploi soumis aux variations de marché. À quoi servirait aujourd'hui d'instituer de façon pérenne la formation de soudeurs de fibre optique, puisqu'elle constitue aujourd'hui un besoin majeur, mais que ce ne sera plus le cas dans une vingtaine d'années. Évidemment, on perçoit bien comment cette forte exigence d'employabilité servira à légitimer la précarité des emplois, la flexibilité des tâches demandées et les effets désastreux de la concurrence sur les salaires. Mais il est une autre menace dans cette volonté d'ajuster la formation aux conditions nouvelles de l'emploi. Celle qui conduirait à renoncer à l'espérance évoquée par Victor Hugo dans l'extrait des Misérables qui figure sur le programme de ces journées, l'histoire critique de Gennevilliers. De l'école identique sort la société égale, c'est-à-dire une société où l'école assure par le lien social, par le partage d'une culture commune, assure le lien social par le partage d'une culture commune et fonde la République par l'affirmation de valeurs partagées par toutes et tous. Voilà sans doute l'interrogation majeure et inquiète qui doit être la nôtre à la lecture des réformes actuelles. Notre démocratie serait-elle devenue capable de renoncer au projet d'une école identique pour une société égale du seul fait des impératifs de marché de l'économie néolibérale? Entendons-nous bien. Cette inquiétude ne se nourrit d'aucune nostalgie. Et nous savons que déjà dans notre histoire scolaire,
les ambitions de démocratisation ont pu céder sous les impératifs financiers. Mais cela n'avait pas empêché une progression permanente, sans doute bien imparfaite, parfois contradictoire, mais une progression dans laquelle, malgré la persistance des inégalités, nous pouvions nous nourrir de l'espérance du progrès. Non pas que le propos de sens commun ait renoncé à l'idée d'une détermination biologique des capacités, notamment au travers d'une vision qui naturaliserait la possibilité ou l'impossibilité d'études longues. Même Ferry a tenu sur le projet des propos bien peu progressistes. Mais là encore, si le XXe siècle n'a pas été jusqu'à permettre la mise en œuvre des programmes de Jean Zay ou de Paul Langevin, il a tout de même permis que leur aspiration à l'élévation générale du niveau des savoirs et de diplomation prenne réalité. Depuis quelques décennies, une autre tonalité vient dominer le discours, celle qui veut que les nécessités du marché doivent régir les principes de l'éducation. Et c'est bien dans cette rupture néolibérale que s'inscrit la réforme du choc des savoirs. C'est pourquoi notre attachement à faire vivre l'égalité, attachement que nous proclamons comme thème central de ces 9e journées, nous conduit à interroger cette actualité immédiate avec les plus vives inquiétudes pour l'avenir de la démocratisation de l'école. Merci beaucoup, Paul. Enfin, on va écouter donc Annabelle Allouche, qui est sociologue à l'Université Picardie Jules Verne. Je l'ai déjà dit, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle a publié cette année un ouvrage qu'elle a coécrit intitulé « Contester Parcoursup, sociologie d'une plainte » aux éditions de Sciences Po. Un ouvrage important, mais qui fait le lien avec aujourd'hui, et notamment l'accès à l'enseignement supérieur et sa limitation ou son contrôle. Annabelle, merci. Merci beaucoup Nicolas pour l'organisation de cette très belle table ronde. Merci également au Cahier d'Histoire pour cette invitation qui m'honore. Quand Nicolas m'a sollicité pour venir ici, il m'a dit le thème c'est l'égalité. Et la première réaction que j'ai eue, c'est de penser finalement à l'égalité. Quelle idée subversive aujourd'hui? Quelle idée subversive, l'égalité? Pensons à un événement qui nous a tous sans doute marqués, que l'on soit à Paris, en banlieue ou en région, il y a quelques semaines. Je pense évidemment aux Jeux Olympiques. Pensons, qu'on aime ou n'aime pas les Jeux Olympiques, bien sûr. Pensons à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Peut-être que un certain nombre d'entre vous ont regardé cette cérémonie. Pensons en particulier à un tableau qui avait pour nom « Égalité ». Si vous vous rappelez de ce tableau, vous vous rappelez peut-être qu'il s'agissait de traiter de manière égalitaire une femme racisée, Aya Nakamura, donc une femme chanteuse racisée, chanteuse-rappeuse de pop, clairement identifiée comme et associée avec un territoire, celui de la Seine-Saint-Denis, bien sûr, et l'associer dans un traitement égalitaire, une mise en scène égalitaire avec la garde républicaine et une musique qui marche au pas, comme pour ne faire que citer Brassens. Quel scandale! Quel scandale incroyable! Le lendemain, mais peut-être dès le passage qu'on a eu Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Philippe de Villiers, qui ont des réactions absolument outrées de cette scène. Alors pas que celle-là, bien sûr, mais notamment celle-là. Comment peut-on mettre sur un pied d'égalité une femme noire racisée de Seine-Saint-Denis comme Aya Nakamura, pour ne citer qu'elle, et la garde républicaine sur le pont des Arts devant l'Institut de France, avec le petit clin d'œil, si vous vous rappelez la chanson, elle cite Aznavour, je ferais mieux de choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière, tout ça, évidemment en langage entre guillemets banlieue, et devant l'Académie française. Quel scandale! On est même allé jusqu'à dire que la garde républicaine avait été forcée de travailler avec Aya Nakamura. Ils ont dû évidemment démentir et dire tout leur plaisir de travailler avec cette personne-là. Donc l'égalité, quelle idée subversive! En sociologue de l'éducation, je ne peux que constater le caractère très subversif de l'égalité dans le système éducatif, mais même au-delà, dans le travail. Car ce que l'on voit dans les enquêtes d'opinion, c'est que les individus aujourd'hui sont moins attachés à l'égalité qu'à la hiérarchisation des individus
comme principe de justice. La justice, c'est pas l'égalité. La justice, désormais, c'est le mérite ou l'équité, effectivement. Éventuellement, un traitement équitable qui doit permettre une hiérarchisation acceptable et légitime des individus au travail et bien sûr à l'école. Vous avez des enquêtes au niveau européen, comme le European Social Survey, qui est une immense enquête d'opinion sur plusieurs dizaines de pays européens. On pose des batteries de questions aux répondants, et parmi les questions, il y a: êtes-vous attaché au mérite ou des formes de rétribution de votre effort, notamment par votre salaire, par un salaire donné? Et en fait, depuis 25 ans, à peu près 95% des répondants dans tous les pays européens, 95 jusqu'à 99% des répondants, quel que soit leur milieu social, disent oui, évidemment, je veux que mon effort soit rétribué par mon salaire, ou je veux que mon salaire soit associé à mon effort. Ce qui signifie que si je considère que mon voisin fait moins d'efforts que moi, je veux qu'il ait un salaire également plus bas. 2 pays, cependant, concernant l'éducation, se distinguent. La France et l'Autriche, qui pensent que l'école n'est plus en mesure ou n'est pas en mesure d'assurer cette reconnaissance tant attendue de leur mérite. Et ça, encore une fois, quels que soient les milieux sociaux. Alors, petit point de précision pour les milieux plus populaires, qui considèrent que l'école est inégalitaire et que les diplômes sont trop valorisés dans la définition du salaire, que la qualification par le diplôme est trop valorisée. Mais dans tous les cas, quelle subversion que l'égalité? Quelle subversion que l'égalité dans manière de réfléchir des individus, qui est la nôtre aussi. Je veux de l'égalité comme principe de justice un peu idéologique, mais je ne veux pas forcément que cette égalité se fasse valoir pour moi-même et surtout pas pour mes enfants. J'y reviendrai. L'idée d'égalité, évidemment subversive, et ça a déjà été dit, dans les politiques publiques associées à l'éducation, où on se trouve face à des acteurs politiques, acteurs publics, qui finalement se sont, au fil des décennies, bien arrangés avec les formes de stratification sociale. On allonge la scolarisation, évidemment, on met en place, à partir des années 80-90, et notamment dans l'accès dans l'enseignement supérieur, ce que le sociologue Pierre Merle a appelé une démocratisation ségrégée. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'élèves qui arrivent au baccalauréat, qui rentrent dans l'enseignement supérieur, mais tout le monde n'a pas le droit d'accéder aux filières les plus prestigieuses. Je pourrais peut-être y revenir dans la discussion. Dans tous les cas, les principes organisateurs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur restent le mérite, la méritocratie et la performance. Performance scolaire. L'OCDE et PISA, le classement PISA, qui est évidemment le classement qui est publié par l'OCDE tous les 2 ans, à partir d'une évaluation de collégiens de 15 ans, globalement en littératie, c'est-à-dire en capacité à écrire, à lire, en mathématiques et en culture scientifique, parle, non pas de mérite, mais de performance, donc introduit donc la notion de performance, où c'est toujours la note finalement, ou l'évaluation, la performance, même si c'est du code rouge, code vert, pour les plus petits, qui doit faire évoluer les élèves. Je parle aussi en tant que maman d'un petit garçon qui est en maternelle. Je vous assure que dès la petite section, le premier semestre de la petite section de maternelle, il avait déjà un bulletin scolaire avec des commentaires et avec des petites croix pour savoir quelles compétences il avait acquises ou pas encore. Évidemment, cette question du mérite comme principe organisateur de l'éducation nationale se retrouve dans la gestion des enseignants. C'est la fameuse émergence du discours des salaires au mérite chez les enseignants. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que je pense que ça va faire sans doute l'objet d'un point dans la discussion. Bref, la sociologie de l'éducation conclut depuis 70 ans, et de manière tout à fait à la fois sereine et tout à fait étayée, à un inégal accès au droit d'être éduqué. L'éducation est un droit, certes, mais nous ne sommes pas tous égaux face à ce droit. Et cette tendance, évidemment, Paul l'a très très bien dit,
ne fait que s'amplifier ces 30 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'avoir un diplôme, en particulier du supérieur, n'est plus considéré depuis 30 ans comme un droit, mais bien comme un bien dans lequel il faut investir et dans lequel les familles sont invitées à investir. Le principe organisateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ce cas-là, ce n'est plus le droit à l'accès à un diplôme, mais bien la mise en concurrence. Mise en concurrence de qui ? Mise en concurrence, dans un premier temps, des établissements. Et là, on revient sur les apports du New Public Management, une nouvelle gestion publique mise en œuvre à partir de fin des années 90, début des années 2000, mais qui remonte notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis aux années 80, donc, qui vise à réformer les services de l'État, les modes de gestion des politiques éducatives pour mettre en concurrence les ressources. L'idée, c'est que les institutions, et notamment dans le supérieur, répondent à des appels à projets, ne reçoivent plus de subventions égalitaires ou en péréquation selon l'établissement, mais soient mis en concurrence pour recevoir des ressources. C'est vrai pour la recherche, et malheureusement, je regarde Nicolas, je fais partie d'une génération qui a appris que avoir une allocation de recherche n'était pas suffisant, il fallait aller chercher de l'argent pour faire de la recherche, pour pouvoir avoir le droit de faire de la recherche, alors même que moi, en tant que fonctionnaire, ma fonction, c'est être enseignante et chercheuse. Eh bien, mon administration ne m'assure plus les moyens de faire de la recherche. Il faut que j'aille répondre à des appels à projets pour avoir de l'argent. Mais au-delà de mon cas, dans les institutions d'enseignement supérieur, il faut être mis en concurrence pour avoir des ressources, même infrastructurelles. Il y a quelques années, il y a eu un appel à projet qui a fait absolument scandale pour avoir du chauffage. Au moment du début de la guerre en Ukraine, dans un contexte, et Paul l'a très bien décrit, de volonté de baisser le budget de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, on en est encore là aujourd'hui, hein, bien sûr, le ministère de l'enseignement supérieur a eu pour idée, en fait, de lancer un appel à projet pour avoir le droit d'avoir du chauffage, puisque dans un contexte de guerre en Ukraine où les ressources en fait, énergétiques étaient plus rares. Donc, simplement, pour les étudiants, ça suppose non seulement qu'on renonce au droit en tout cas à la possibilité d'éduquer les étudiants, enfin du moins de les instruire ou du moins de leur transmettre des savoirs, mais on renonce, du point de vue du ministère, à éduquer avec du chauffage, qui est absolument, à mon avis, scandaleux. En tout cas, en tant qu'enseignante chercheuse, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Donc, mise en concurrence des établissements pour les ressources, y compris les ressources les plus élémentaires, celles auxquelles on ne pense pas, mais qui sont absolument indispensables. Qui a fait cours en tant qu'élève ou prof en dessous de 15 degrés, c'est que ce n'est pas possible d'apprendre dans des bonnes conditions avec une telle température. Mise en concurrence, bien sûr, et j'y viens, puisque Parcoursup a été mentionné, mise en concurrence des individus pour avoir accès à cette ressource. Parcoursup, donc, qui est la plateforme créée par la loi Orientation et réussite des étudiants en 2017, incarne ce passage entre l'enseignement supérieur comme un droit à un enseignement supérieur considéré comme un bien dans lequel il faut investir. Un bien auquel tout le monde n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce que, évidemment, l'État n'a plus d'argent. Du coup, mise en œuvre de la sélection, j'y reviendrai dans un moment. Mais l'accès en L1 ne fait pas que... passer la barrière de Parcoursup ne suppose pas que la sélection est finie quand on est dans l'enseignement supérieur. Il faut ensuite passer la barrière de mon master, qui est à peu près l'équivalent, sans l'algorithme pour le moment, de la plateforme Parcoursup pour le master. Campus France et les plateformes de sélection des étudiants étrangers correspond également à cette lecture de fond de réduction des budgets sur le dos des étudiants, si j'ose dire, c'est-à-dire que met en place la sélection parce que, ou sur le principe que l'État n'a plus d'argent à investir. Dans tous les cas, il me semble que l'égalité, non seulement est certes une subversive, et j'espère que dans mon discours ça a été
assez claire, mais aussi une ressource rare à préserver. Ressources rares à préserver, d'autant plus en écoutant notamment Guy Dreux, qui a rappelé très clairement le point de vue d'un certain nombre de ministres de Vichy relativement à l'égalité. Évidemment, sous Vichy, l'égalité n'est pas un principe organisateur. Et je voudrais rappeler en tant que sociologue de l'éducation également à quel point Vichy était attaché à la sélection, non seulement à la séparation des ordres d'enseignement, mais aussi à la sélection. D'ailleurs, les ministres qui ont été cités ont tout fait pour maintenir le baccalauréat, par exemple, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, qui s'est maintenu, vaille que vaille, et coûte que coûte. Mais le lapsus est peut-être révélateur parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort en fait en termes de parallèle entre la période dans laquelle on vit et peut-être Vichy. J'espère que je ne vous choquerai pas en disant ça, parce que cet attrait pour la sélection comme mode de gouvernement à la fois des établissements et des individus me semble absolument à la fois scandaleuse et inquiétante en tant que sociologue et aussi en tant que praticienne de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire en tant qu'enseignante-chercheuse qui accueille des étudiants notamment de L1 à Amiens, qui est un territoire évidemment rural avec des nombreuses des populations qui sont de milieux populaires, voire très populaires, et qui est aussi un territoire qui vote massivement Rassemblement national. À l'exception peut-être d'Amiens, quelques quartiers d'Amiens et autour d'Amiens, qui a élu un député du nouveau Front populaire bien connu, dont je ne citerai pas le nom, mais vous l'avez sans doute en tête. Et dans cet ensemble-là, l'Université de Picardie est quand même la seule université qui offre une offre pluridisciplinaire à des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens d'aller ni à Lille ni à Paris. Et dans ce contexte-là, accueillir des réformes comme Parcoursup ou des réformes liées au New Public Management et à l'autonomie des universités, alors que s'annonce à la fois l'acte 2 de l'autonomie des universités et une réduction drastique du budget. Alors parfois c'est du budget de l'enseignement supérieur, parfois c'est 400 millions, parfois c'est 900 millions d'euros. C'est extrêmement inquiétant, ce qui fait que l'égalité pour moi demeure une ressource rare à préserver, et j'ai d'autant plus de plaisir à en parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Annabelle Alouche. Bon, on a un petit peu de temps pour pouvoir échanger, discuter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va prendre plusieurs questions et après on fera une série de réponses. Donc levez la main si vous souhaitez intervenir. Le temps que les mains se lèvent, peut-être que ce serait intéressant qu'on puisse ouvrir les questions de l'enseignement privé, qu'on fasse un petit tour aussi de cette lutte-là, hein, comment le public lutte contre le privé et comment parfois aujourd'hui, notamment dans l'enseignement supérieur, le public contribue à aider le privé. L'État, avec ses plateformes Parcoursup par exemple, propose directement des formations privées comme porte de sortie justement à la sélection. Bon, ça c'est un aspect des choses. Donc, qui souhaiterait intervenir et poser des questions avant qu'on puisse laisser la parole à nos intervenantes et intervenants? Oui. Oui, il y a toute une politique par laquelle l'éducation nationale, finalement, se paye sur le dos des élèves en organisant, il n'y a peut-être pas d'autre mot, la raréfaction des enseignements dans certaines zones. C'est-à-dire que j'ai l'impression, peut-être vous pourriez justement développer là-dessus, qu'il y a certaines zones en France, par exemple dans le 9-3, où on ne remplace pas systématiquement des enseignants, et par le fait, on fait des économies sur le dos des élèves qui peuvent rester un an ou autre sans enseignants. Voilà, pouvez-vous un peu développer là-dessus? On prend une autre question peut-être? On va prendre plusieurs, ouais. Oui, moi c'est une question l'égalité de l'école qui m'a taraudé toute ma vie d'enseignant. Pourquoi? Parce que, comme Alain Bourgarel, ma femme et moi, nous nous occupions d'enfants, comment on dirait, inadaptés quand j'ai commencé. Après ça, je ne sais plus trop comment on les appelait d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis la création de l'école publique en 1881, l'école était illégale. Quand on regarde les résultats du certificat d'études depuis
cette époque, on se rend compte qu'en 1900, il y avait 25% de gens d'une tranche d'âge, d'enfants d'une tranche d'âge, qui étaient diplômés du certificat d'études. En 1920, il y en avait 35%. Avant la guerre, juste avant la guerre, il y en avait 50%. Maintenant, nous annonce 80% d'enfants, de bacheliers. Oui, mais sur ceux qui se présentent, qui passent effectivement l'examen du baccalauréat. Mais sur la tranche d'âge, je ne sais pas le chiffre, mais je sais que ce n'est pas 80%. En 1995, on a fait passer un test pour savoir si les enfants actuels, du même niveau, du même âge et du même niveau, pouvaient avoir le certificat d'études. Or, on s'est rendu compte qu'en 1995, ils étaient moins performants que ceux de 1938. Bon, enfin, on avait constaté auparavant qu'en 1885 et 1940, les enfants d'ouvriers et les enfants d'agriculteurs réussissaient moins bien au certificat d'études. Donc, quelque part, je pense que l'école est le miroir de la société. Et que les enfants, quand ils viennent à l'école, ils n'accrochent pas leurs différences sociales et leurs différences culturelles au porte-manteau. Alors, pour l'enseignant, comment faire? On lui demande d'apprendre à lire, à écrire, à compter, etc., etc. Mais comment faire? Or, je n'ai jamais entendu dire que peut-être, avant d'apprendre, il faudrait, premièrement, motiver les enfants, je dis dans les formations, hein, motiver les enfants, et deuxièmement, leur apprendre à apprendre. Et après, on réussit. Et moi, je peux vous dire que, avec ce programme-là, eh bien, on arrive à faire que des enfants qui sortent de classe, comme de l'école du port ou d'ailleurs, eh bien, on arrive quand même à ce qu'ils aient des projets dans leur vie et qu'ils les réussissent. Aussi, moi, je voudrais poser la question, comment concrètement on peut faire pour rendre l'école égalitaire? Et pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse le faire si on ne pose pas, au départ, le problème de la justice sociale. Ça a été cité tout à l'heure, tant mieux, parce que l'école ne gommera jamais les différences. Merci. Alors, dernière peut-être question, deux questions. Oui, c'est pas une question vraiment, en fait, c'est deux informations. La première, c'est au sujet de l'ouvrage d'Alain Bourgarel qui a été cité, donc les cités de transit du port de Gennevilliers, parce que, donc, tout simplement pour dire que il est disponible, malheureusement, on pensait qu'il serait disponible aujourd'hui à la vente. Ça n'a pas été possible, mais si vous êtes intéressé pour vous l'acquérir, c'est tout à fait possible de l'acquérir simplement en le demandant aux archives de Gennevilliers, puisque c'est la Société d'Histoire qui l'a édité et qui le propose à la vente. Et le siège de la Société d'Histoire, c'est les archives de Gennevilliers. Voilà. Donc il suffit de téléphoner aux archives de Gennevilliers et vous pouvez commander ce livre, voilà, soit en téléphonant, soit en mettant un mail. Donc le mail, c'est archive@ville-gennevilliers.fr, voilà, et vous demandez si vous commandez ce fascicule ou cette brochure. Voilà, c'est la première information. La deuxième, c'est comme il a été question des ZEP, là, enfin des REP, c'est pour vous informer du fait qu'en ce moment, justement, il y a une compagnie théâtrale qui fait un spectacle sur ce sujet, sur le sujet des ZEP. Et donc, c'est une compagnie qui a pour principe, avant de faire une représentation, de faire tout un travail de documentation, une note d'enquête sur le terrain. Et donc, elle a fait ça. Et donc, voilà, c'est une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Entichés. Bon,
Donc vous pouvez voir sur Internet de quoi il s'agit. L'agenda, parce qu'il y a encore des représentations en ce moment. Il y en a une notamment à Courbevoie le 13 mars. Enfin, je vous le dis comme ça, mais il y en a d'autres. Et donc, je vous recommande ce spectacle parce que c'est vraiment remarquable. Le titre, c'est Qu'il fait beau, cela vous suffit. Alors, le titre est peut-être un peu énigmatique, mais c'est un extrait d'un poème d'Aragon qui a pour sens, enfin, je le dis rapidement, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, à exprimer tous les problèmes qu'il a. Et là, la relation avec ce spectacle, c'est qu'il y a au centre un élève, ça se passe dans un établissement de ZEP, un élève qui a tellement de problèmes qu'évidemment il n'arrive pas à les exprimer et qu'il les exprime évidemment d'une manière malheureusement catastrophique, notamment pendant les cours. Voilà. Donc la compagnie des Antichés. Moi, je refais une petite pub pour La Pensée pour vous signaler qu'il y a un article de Stéphane Bollery sur l'école privée favorisée et qui étudie les 20 dernières années de politique publique qui favorise considérablement l'école privée. Ça me permet d'arriver à une question, à mon avis, impossible, mais j'ai quand même envie de la poser. On se rend bien compte qu'on est face à avec la gentrification et de plus en plus de gens de milieux, qui ont fait des études supérieures, qui se retrouvent dans des quartiers où il y a une mixité sociale, il y a une tendance à aller vers l'école privée, puisque sinon leurs enfants se retrouvent tout seuls et il n'y a plus une mixité sociale, et donc c'est l'enfant tout seul entouré d'enfants de milieux défavorisés. Et on se rend bien compte qu'il n'y a pas de possibilité de réponse individuelle vis-à-vis de ça. Je ne veux pas juger moralement les gens qui font ça, parce qu'on ne peut pas être tout seul. La mixité sociale, ça devrait être moitié-moitié normalement. Et ma question, que je sais impossible, mais quelles sont vos pistes pour lutter contre ce phénomène où même des gens partisans de l'école publique vont vers l'école privée? Je pense que c'est une tendance massive. Voilà. Dernière courte intervention. Oui, on a beaucoup parlé de l'enseignement professionnel. Moi, je voudrais rappeler que les diplômes de l'enseignement professionnel, c'était d'abord le CAP, mais qu'en plus, on a assisté à la création du BEP, qui a prolongé de 2 années après la 3e l'étude possible dans l'enseignement professionnel, et puis ultérieurement la création des baccalauréats professionnels, ce qui a pourvu justement à l'augmentation à 80 et quelques % des bacheliers, avec pour objectif bien entendu de créer un diplôme qui serait utilisable directement par les professionnels, mais avant celui de l'IUT. Vous voyez, parce qu'il y avait là comme un vide, disaient les patrons à l'époque. J'étais membre du Conseil supérieur, donc je connais bien le problème. Et seulement la question est, cela permettait de rentrer dans l'enseignement supérieur. Par conséquent, les patrons n'ont jamais eu de cesse de revenir sur ce principe de l'enseignement possible dans l'enseignement supérieur des baccalauréats professionnels, et ils ont institué, sous la houlette du ministre Blanquer, notamment, le problème de Parcoursup. Voilà. Donc, aujourd'hui, on nous parle de remettre en avant les groupes de niveau, mais nous avons connu les 6e 1, 2 et 3 par le passé de la réforme Savary. Obtenir la disparition des 6e 1, 2 et 3, ça a été une victoire démocratique. Par conséquent, aujourd'hui, il nous faut absolument lutter pour le retrait de cette réforme de l'enseignement actuel qui viserait à instituer ces groupes de niveau, alors que, comme vous tous, je pense, je partage totalement l'idée de l'hétérogénéité pédagogique indispensable dans les classes, de telle façon que les meilleurs puissent tirer vers le haut les premiers, les retardataires. Merci beaucoup. Alors on va inverser l'ordre. Annabelle, peut-être pour répondre. Oui, alors sur la question des inégalités de territoire et en termes d'offres de formation, ça c'est évidemment un problème de fond avec des différences qui sont drastiques. Et ne pensons qu'au cas de l'Académie de Paris face à l'Académie de Créteil, on est séparé d'un périphérique
et entre le 19e, 20e, pour ne pas parler du 16e ou du 7e, et l'offre de formation et le type d'accueil en fait, possible pour les étudiants, pour les élèves du 93, notamment en particulier, mais pas seulement, parce que l'Académie de Créteil, c'est pas seulement la Seine-Saint-Denis, mais c'est évidemment le département le plus pauvre. On a une différence absolument folle. L'Académie de Paris concentre un très grand nombre d'établissements et concentre aussi toutes les options possibles et inimaginables. On peut faire... toutes les configurations sont possibles dans l'Académie de Paris pour qui sait ou qui a la possibilité de se déplacer à l'intérieur de Paris. Donc évidemment, les inégalités territoriales, pour ne parler que de l'Académie de Créteil face à l'Académie de Paris, pose est l'une des variables du problème en fait. Et une proposition qui a été faite, en fait, qui a été reprise par Pape Ndiaye, qui était celle de mettre la Seine-Saint-Denis dans l'Académie de Paris. Donc pour favoriser en fait la mobilité des élèves à l'intérieur de l'Académie de Paris et leur mettre à disposition en fait une offre de formation qui soit particulière. Évidemment, il y a eu un certain nombre de résistances. Alors, c'était pas Pape Ndiaye n'a fait que reprendre en fait des idées d'autres syndicats notamment et d'associations. Alors, ça pose aussi tout un tas de questions du point de vue de l'accueil des élèves, de la formation des enseignants et des enseignants, bien sûr, et de la mobilité des enseignants qui va avec. Mais en tout cas, effectivement, il y a peut-être une piste à aller voir de ce côté-là. Je précise que je ne connais pas Pape Ndiaye et je ne suis pas particulièrement proche de lui à tous les niveaux. Ce qui me permet d'enchaîner sur la question de la mixité sociale et scolaire dans des territoires en gentrification. Et ça, encore une fois, je pense que les territoires de type Montreuil, Pantin, peuvent être, Gennevilliers, je connais moins, mais j'imagine que c'est aussi le cas dans une certaine mesure, peuvent être concernés par ça, avec cette fuite vers l'enseignement privé. Comment l'arrêter? Donc c'était une question impossible, donc merci de me la poser tout de même. Donc la réponse qui a été proposée ces 10-20 dernières années, c'était celle du développement justement d'une offre de formation vers des options distinctives, du type latin-grec ou du type des sections internationales, par exemple. Dans d'autres académies, je pense notamment à celle de Montpellier, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis les sections internationales très prestigieuses et très courues par les classes supérieures dans des zones d'éducation prioritaire. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'évidemment, il y a toujours un moyen de contourner, en fait, et que l'inégalité, elle est fondée sur l'information. Les possibilités de s'informer ou les possibilités, ça je reprends un terme d'Agnès von Zanten, qui est aussi sociologue de l'éducation, de coloniser les établissements. Le terme est assez parlant en soi. Ce qui se passe, c'est que quand il y a une section internationale dans un lycée type ZEP ou REP, eh ben, en fait, les parents de classe moyenne et supérieure s'arrangent pour être quasiment en cogestion avec les enseignants de cette classe, et cette classe s'isole du fonctionnement du reste de l'établissement. D'autant plus qu'ils ont des emplois du temps qui en sont en général extrêmement séparés. C'est la même chose pour les fameuses CHAM, les classes de musique à horaires aménagés, etc. etc. Donc, les propositions de mixité sociale par le développement, en fait, dans les établissements publics, par le développement de cette offre, ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on fait après ? Alors déjà, on augmente les moyens. Parce qu'augmenter les moyens, on est d'accord, augmenter les moyens, augmenter les recrutements, c'est la meilleure façon d'augmenter la qualité pour tous, partout. Et une fois qu'on aura ça, on pourra discuter. Donc à la question impossible, je réponds par une réponse impossible. Si c'est possible. Mais c'est un choix politique, effectivement, un choix politique. Et je parle souvent, quand on parle de moyens, d'infrastructures pour le supérieur, du plan Université 2000, où on a eu un pic démographique, une vague de massification universitaire dans les années 80, et le gouvernement de l'époque a choisi, en fait, de construire des universités, tout simplement. Et le choix politique a été inverse pour Parcoursup. Pic démographique, augmentation du nombre d'étudiants, mise en œuvre de la sélection. Donc tout cela, évidemment, est un choix politique, mais ça, je pense que Paul en parlera mieux que moi. Sur la question comment rendre l'école égalitaire, encore une fois, augmentation des moyens, je pense que c'est la meilleure réponse, et peut-être
Augmentation publique et privée, le rôle de Parcoursup sur le développement du privé. Pour moi, Parcoursup est l'un des leviers très efficaces, effectivement, de la promotion du privé. C'est une plateforme d'information où l'offre de formation entre privé et public n'est pas hiérarchisée. Donc, du coup, on peut taper informatique, art plastique et tomber sur des écoles à 20 000 euros par an, ou des écoles de commerce, de beaux-arts, de numérique, pour les secteurs qui sont plus concernés. Évidemment, avec aussi, je pense que vous avez vu sans doute, si vous prenez le métro, régulièrement ces grandes affiches aux alentours de mai-juin à l'ouverture de Parcoursup, des résultats de Parcoursup, si tu n'es pas pris sur Parcoursup, viens donc chez nous dans cette école de STAPS, de numérique, etc. Sachant que cette offre dans le privé et dans le supérieur fait l'objet d'une subvention, de subventions particulières, au point où on a même eu des anciens recteurs, une ancienne rectrice dont je tairai le nom, qui est allée en fait dans le groupe, au sein du groupe Galiléo, qui est un des plus gros groupes d'enseignement supérieur du privé, ce qui est, quand une rectrice d'académie, qui était la plus grosse académie de France, part dans le privé, je pense que c'est assez significatif pour qu'on puisse s'interroger sur ce fait-là. Et je passe la parole à mon voisin. Merci à vous. Oui, alors comme je ne résiste pas au challenge que nous pose Louise, je vous propose de faire le tour de quelques hypothèses possibles. Je vais être rapide. Bon, alors, la première hypothèse, c'est on supprime l'enseignement privé. C'est une première hypothèse. Malheureusement, mes camarades, je dois vous dire que si, moi aussi, cette hypothèse m'enthousiasme assez dans l'idée, il me semble que la conjoncture politique actuelle, globalement, ne nous permet pas réellement d'y penser comme une hypothèse possible. Mais, par contre, il y a peut-être quelque chose d'autre qui est peut-être jouable, et sur lequel, là, la bagarre politique est possible, même si elle ne produirait pas quelque chose d'aussi satisfaisant que la première solution. C'est que peut-être on peut interroger quand même la subvention publique. Alors, parce que l'interroger, ça veut dire que... Alors, je vais vite, donc je le fais un peu à la truc, mais enfin, c'est quand même pas tout à fait normal que certains lycées privés parisiens touchent des subventions monumentales ça y est, j'ai perdu le nom de la présidente du Conseil régional de Paris maintenant, de l'Île-de-France. Voilà, touchent des subventions monumentales de Pécresse, quand à côté de ça, puisque on était évoqué la situation de la Seine-Saint-Denis, quand à côté de ça, il y a des élèves de Seine-Saint-Denis qui peuvent même pas aller aux toilettes le temps de leur scolarité, tellement les toilettes sont sales et remutantes, et qui ne peuvent pas utiliser la salle informatique parce que la salle informatique doit être arrêtée parce qu'il y a des fuites. Et comme vous le savez, l'eau qui coule du plafond sur les ordinateurs, c'est pas hyper favorable à un usage serein de l'informatique. Et puis, et alors, on pourrait comme ça en citer plein des choses comme ça. C'est-à-dire que, encore une fois, déjà poser la question des moyens comme il faut, exiger la transparence des moyens, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il a fallu une enquête récente pour qu'on s'aperçoive que beaucoup de conseils régionaux donnaient des subventions, car il y a les subventions légales, c'est-à-dire celles qui sont liées au fait que les établissements sont sous contrat, et donc là, il y a le salaire des profs, le truc d'internat, le forfait d'internat, etc. Ça, c'est légal. Mais les régions donnent en plus, ce à quoi elles ne sont absolument pas obligées, et je le redis, parfois elles donnent en plus quand les établissements publics n'ont pas. Mais je terminerai sur cette première question, juste en vous disant quelque chose qui montre que malheureusement, combien nous sommes loin d'une perspective aujourd'hui dans la volonté gouvernementale de rétablir les équilibres. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais récemment, depuis la rentrée, il y avait plusieurs centaines d'élèves de l'Académie de Versailles qui n'avaient pas de place en lycée public. Qu'est-ce qu'a fait le rectorat de Versailles? Celui où il y avait la dame que tu n'as pas voulu dire le nom. Ils les ont orientés dans le privé. Le service public de l'éducation nationale oriente des élèves vers des établissements privés payants parce qu'on n'a pas les places à leur donner. Donc, franchement, je le dis comme ça, hein, mais avec la tendance politique actuellement au pouvoir sur la question du privé, comme on dit dans le 93, non, comme on disait autrefois dans le 93, laisse béton. Je voudrais juste une petite chose et après je te donne la parole. Juste revenir sur quand tu as dit avant d'apprendre, il faudra apprendre à apprendre et motiver les enfants.
revenir là-dessus, parce qu'en fait, ça me fait penser à ce qu'a été le grand conflit entre Cognot, notamment, dont tu as parlé tout à l'heure, Snyders et Freinet. En fait, on nous raconte aujourd'hui souvent que le conflit entre Freinet et Snyders, c'est que Freinet, c'était un enseignant épris de liberté face aux stalino en face, qui évidemment, eux, avaient une conception de la liberté qui, comment dire, différente, on va dire ça comme ça. Bien, la réalité n'est pas du tout ça, parce qu'en fait, quand on regarde ce qu'étaient les positions politiques de Freinet, dans la Fédération unitaire de l'enseignement où était Freinet, il était dans une tendance qui s'appelait le mouvement d'opposition révolutionnaire. Hein, dans je ne sais plus si c'était mouvement, le M. Non, c'était pas mouvement parce que c'était là, puisque ceux qui les aimaient pas les appelaient la mort. Donc c'était là, enfin la quelque chose. Bon, non, c'était pas mouvance. Bon, enfin peu importe. Freinet était là. C'est-à-dire dans la tendance de ce syndicat qui était la plus stalinienne qui pouvait exister dans ce syndicat. Donc, contrairement à ce qu'on raconte, le débat entre Freinet et les communistes dans les années 50, c'est pas du tout un débat qui est lié, en fait, à des objets politiques fondamentaux. Par exemple, on dit aussi que c'est parce que Freinet, il était lysenkiste. Ils organisaient dans les congrès de l'ISEM, il y avait des ateliers autour de la science sauce Lysenko. Non, le débat, c'était sur la question que tu abordes là. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu as dit, que Cognot avait une conception, en fait, qui était que démocratiser l'enseignement ne demandait pas une révolution pédagogique. Lui, il était plutôt sur l'idée, qui sera l'idée que le Parti communiste défendra essentiellement, que la démocratisation, ça passe par l'accès aux études secondaires pour tous. Freinet en face ne pense pas ça. Freinet ne défend pas l'accès au secondaire pour tous. Freinet, en fait, il s'intéresse qu'à l'école primaire, c'est ça le cœur de son affaire, et il s'intéresse à autre chose, qui est comment les modalités d'enseignement au sein de l'école primaire peuvent être des outils de démocratisation. Donc, la question que tu poses, c'est au cœur de ce débat des années 50 entre Freinet, Cognot-Snyders, entre Freinet et les communistes, c'est est-ce qu'en fait, on pense que la démocratisation de l'école, ça passe par une question pédagogique, ça passe par le fait de repenser complètement la nature des relations entre les élèves et le savoir au sein des classes, ou est-ce qu'on pense que ça passe essentiellement par une question structurelle, avec évidemment toutes les dimensions matérialistes qui vont avec en termes de moyens, etc. Ceci dit, et je termine là-dessus, pour pas qu'il y ait quand même de confusion par rapport à ce que défendait Cognot, pour autant, Cognot ne défend pas une vision traditionnaliste de l'enseignement classique. Dans son esquisse, il déplore la manière avec laquelle l'école d'aujourd'hui, à son époque, c'est-à-dire l'école de l'avant-guerre, est une école complètement fermée au monde. Et il demande, il espère une école qui s'ouvrira au monde. Donc la question que tu poses, c'est une question, il faudra un débat rien que là-dessus, mais en fait c'est une question fondamentale au niveau politique, c'est est-ce que la révolution c'est par la pédagogie, ou est-ce que la révolution c'est par la défense politique d'un projet éducatif, y compris dans ses dimensions matérielles. Merci Paul. Ça ferait un beau numéro des cahiers d'histoire, ça, on va y réfléchir. Lydie Herdier. Dans ce cas-là, je suis partant pour y réfléchir avec vous. Lydie Herdier, peut-être un mot ? Non, on n'a pas le temps, Non, on pourra pas. Allez-y Lydie. Non, on pourra pas, je vous assure. On est en retard déjà. Allez, non, on va pas enclencher un débat. On fera après au café. Lydie. Je veux juste... Non, on pourrait en débattre longtemps. C'est aussi une question de culture professionnelle, c'est-à-dire que le premier degré, avec les écoles normales, il y a une culture professionnelle et il y a un rapport avec l'élève, avec la famille, avec les savoirs qui est radicalement différent de la culture du second degré. Et avec les UFM, il y avait une tentative de rapprocher premier et second degré. On ne peut pas considérer que ça ait vraiment réussi. Et je crois qu'on achoppe toujours sur cette culture professionnelle. Enfin, de mon point de vue, avec le recul, ce qui pose aussi des problèmes, pour revenir à mon sujet, l'éducation prioritaire, c'est que quand vous travaillez avec des cultures professionnelles différentes, ce n'est pas toujours simple, on va dire.
Et petite précision par rapport à la question de l'orientation, il faut quand même se souvenir qu'au début des années 80, jusqu'en gros le début des années 90, voire plus, l'orientation de fin de 5e était extrêmement puissante, en particulier dans les territoires ou les établissements justement avec des populations de milieux populaires, on va dire. C'est-à-dire que vous avez des élèves entre la 5e et la 4e, vous aviez par exemple 40% des élèves de 5e qui passaient en 4e. Et les autres allaient en CAP 3 ans, quand ils ne partaient pas dans la vie active. Donc, c'est aussi... en fait, il y a tout ça, il y a le contexte à prendre en compte. Hein, donc, c'est extrêmement... Excusez-moi. C'est compliqué. Et on est dans le temps long, là, sur les évolutions. D'où l'histoire. Oui, alors, puisque Cogno est à l'honneur, je vais rajouter une petite touche. Moi, ce qui semble assez stratégique dans ce que j'ai lu de lui, c'est qu'il considère, ça explique une partie de ses positions sur la question de l'école moyenne, primaire ou secondaire. Lui, là, il y a une conviction extrêmement lourde chez lui, c'est que c'est seulement avec une connaissance profonde et intime d'une discipline que l'on trouve les véritables moyens de l'enseigner. Et donc, il y a cette idée que il a toujours une difficulté autour de la pédagogie, etc. etc. Alors, il y a eu différentes questions, je vais essayer d'être très rapide. Sur la question de la raréfaction des enseignements, globalement, il y a une grande question en ce moment, ça a même fait l'objet d'une enquête tout à fait intéressante sur l'enquête d'enseignants, c'est des problèmes de recrutement. Je ne connais pas Papendiaï, mais je sais que sa fille, à l'Alsacienne, n'a pas eu cours de maths pendant 3 semaines, faute d'enseignants. Ce que je ne sais pas si ça vous rassure, mais même là-bas, alors évidemment, non, mais évidemment, toutes ces questions sont... Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de la provocation, enfin, je sais pas, c'est une question qui se pose partout, évidemment, qui est redoublée dans les quartiers populaires, c'est l'évidence même. Sur la question sur laquelle tout le monde bute, moi, il me semble qu'il y a une question essentielle, mais qui nous renvoie à des temps extrêmement longs, c'est la question de l'urbanisme. Moi, je travaille dans Paris, j'ai des élèves qui avaient le choix entre Fénelon, Louis-le-Grand, au pire, Monet, dans le 13e, et éventuellement chez moi, à Rodin. Donc on est sur des IPS qui vont de 134 à 147. Personne n'a la tentation du privé. Donc la question, effectivement, c'est bien la question des zones de gentrification et de savoir comment on accompagne ce mouvement-là. Et c'est vrai qu'en l'état, ce qui me semble de plus en plus difficile à vivre, c'est la ségrégation des villes. Enfin, ces distinctions. Voilà, il y a des lieux où, effectivement, la mixité n'existe pas, en fait. Voilà, bon. Donc, c'est compliqué. Par ailleurs, je voudrais quand même juste faire... Je sais que cette question a été beaucoup commentée à partir de la publication des IPS, des indices de position sociale, de la composition sociale des établissements. Mais je voudrais quand même toujours rappeler, faire attention, quand on compare, ne serait-ce que par exemple l'Angleterre et la France, sur le poids des déterminations sociologiques, les origines sociales et les réussites scolaires, on fait moins bien que les Anglais. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a peut-être aussi à voir aussi dans l'organisation même de ce que nous faisons. Enfin, je veux évidemment, il y a des questions de moyens, évidemment, il y a des questions et bien sûr, mais il ne faut pas qu'on oublie complètement le fait que quand on est dans un système où globalement on fait partie des pays où il y a le plus d'heures de cours dans l'année et il y a le moins de nombre de jours de cours dans l'année,
Je ne sais pas ce que ça... Enfin, bon, voilà, il y a peut-être une piste là-dessus. Alors évidemment, quelqu'un a lancé de manière un peu provocante, il y a trop de vacances en France pour les profs, etc. Bon, c'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder la question, mais il y a quand même des questions qui se posent, quoi. Enfin, voilà, en termes d'organisation. Après, j'ai l'impression, je me suis demandé, je vais rester sur un ton un petit peu léger, voilà, mais je me suis demandé en écoutant Annabelle Allouche si elle n'avait pas fait une petite erreur de diagnostic sur la question de la température qui pouvait régner dans certaines salles, parce que m'est venu en vous écoutant la référence à un sociologue américain dans les années 60 qui a enquêté c'est un fonctionnaliste, sur le métier de nous on appelle ça les conseillers d'orientation, quoi. Et il développait l'idée qu'on passait, enfin une partie des profs et des enseignants passaient un temps assez important et assez significatif dans ce qu'il appelle la cooling out function, c'est-à-dire le refroidissement des attentes, c'est-à-dire le refroidissement des... Voilà. Donc je me suis demandé si ça ne participait pas. Bon, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. Et à peu près sur le même ton, je vous prie de m'excuser, j'étais frappé d'entendre Paul, qui, à partir du choc des savoirs, insiste beaucoup sur la question ou la tendance ou le risque qui existe aujourd'hui à voir au fond des dispositifs qui permettent des orientations de plus en plus précoces. Et je me suis posé la question de savoir si ce n'était pas le meilleur moyen d'organiser une méritocratie, j'allais dire meritocracy, au sens où Michael Young, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Meritocracy, qui invente le terme en 1958 et qui décrit précisément une dystopie, pas une utopie. Il présente une dystopie. Et alors, comment fonctionne cette dystopie? Pourquoi c'est horrible? Précisément parce qu'on s'est donné les moyens de repérer de plus en plus tôt les capacités à venir des élèves pour réussir, etc., etc. Et donc, voilà, ça vaut ce que ça vaut, vu ce que j'ai dit juste avant. Voilà, c'est histoire de... Eh bien, merci beaucoup. Un très grand merci à tous les quatre. On peut les applaudir tout à fait. Et je vous propose qu'on va enchaîner, hein, parce qu'on va être sinon un petit peu en retard sur le programme. On recommence à 16h15, c'est ça? Voilà, donc on commence maintenant. On fait 5 minutes de pause. Allez. Donc sur une conférence projetée sur Toussaint, l'ouverture. Et John Brown.